Alors bonjour à tous et merci d'être venus. Depuis l'apparition du terme intelligence artificielle ou IA en 1956, cette discipline scientifique suscite autant de fascination que de crainte, notamment dans le domaine professionnel, par la peur de voir le salarié remplacé par un système d'intelligence artificielle. Deux statistiques pour étayer mon propos. En 2023, 31% des Français ont confiance en l'IA et 5% des TPE-PME utilisent un système d'intelligence artificielle. C'est cette difficulté d'adoption de l'intelligence artificielle par les PME françaises qui m'ont conduit à traiter la problématique managériale suivante. Comment conduire le changement adaptatif vers l'IA des PME industrielles françaises? Pour répondre à cette problématique, je vais tout d'abord vous présenter l'origine de mon sujet. Je vais vous décrire la méthodologie utilisée, vous exposer les hypothèses émises, vous présenter les résultats, en préciser les apports et les limites, et conclure par les remerciements et les perspectives de recherche. Pour des raisons de simplification, j'utiliserai le « je » plutôt que le « nous » dans le cadre de cette présentation. Alors le sujet, il part de mon expérience personnelle, à savoir que de 2012 à 2019, j'étais chef de projet pour la société Sissoko, donc une PME industrielle, leader du marché des radiocommunications. En février 2019, la société Sissoko se fait racheter par le groupe Vinci Énergie et deviendra Axians Réseau Mobile Privé, ce qui va engendrer un changement au niveau de l'organisation, mais au niveau également des outils utilisés par l'ensemble des salariés. Sur cette même période, à travers d'une reprise d'études, je m'initie et je découvre la conduite du changement et je commence à m'intéresser au sujet de l'intelligence artificielle. C'est pour cette raison que je rejoins le DBA de Junia en octobre 2021, avec l'objectif de travailler sur le thème de la compatibilité IA des PME françaises. En août 2022, je quitte mon poste de responsable d'affaires chez Axians Réseau Mobile Privé pour rejoindre l'ICAM en tant que chargé d'enseignement en génie industriel. Je vais y travailler sur des thématiques proches du management de projets techniques, comme le projet mécatronique ou le projet jumeau numérique. Mes recherches avancent et mon sujet s'affine et deviendra comment conduire le changement adaptatif vers l'IA des PME industrielles françaises. Je vais vous décrire à présent la méthodologie que j'ai utilisée. J'ai commencé par une revue de littérature qui m'a permis de mieux comprendre ce qu'était l'IA et quels étaient les enjeux associés. J'ai essayé d'identifier quels étaient les critères humains au travail, les critères individuels des salariés, et d'imaginer sur quels critères l'IA allait venir un peu perturber ces critères humains au travail. Et enfin, j'ai été intéressé par un ouvrage de Cécile Dejoux, ce sera l'IA et moi, dans lequel elle introduit une notion qu'elle appelle l'IA compatibilité, qu'elle décrit comme étant une combinaison de connaissances IA avec une somme de soft skills que le salarié va développer au fur et à mesure pour s'adapter à l'IA, pour en mesure d'être prêt à accueillir l'IA. Mais comment déterminer si les salariés d'une entreprise sont prêts à accueillir l'IA? Pour répondre à cette problématique, j'ai essayé de dégager quelques pistes de recherche et d'introduire dans un premier temps la notion d'IA réceptivité chez un salarié. Et j'ai proposé de définir l'IA réceptivité comme étant la combinaison de connaissances IA d'une part, mais également de l'intérêt individuel du salarié pour l'IA, dont les composantes seront associées aux critères humains au travail. Et j'ai également souhaité identifier quelles allaient être les caractéristiques individuelles des salariés qui ont tendance à influencer ce niveau d'IA réceptivité chez un salarié. Mais pourquoi évaluer l'IA réceptivité d'un salarié? Eh bien, ça va permettre à un dirigeant de PME de mesurer le niveau d'effort à fournir en vue de réaliser sa transformation IA. J'ai donc souhaité confronter ma première revue de littérature à une enquête terrain. Pour cela, j'ai utilisé l'outil Google Forms et j'ai émis une première enquête à destination de l'ensemble des salariés français, quel que soit leur poste, leur statut, notamment, ou la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. L'objectif était de mesurer leur niveau de connaissance et leur niveau d'intérêt individuel pour l'IA. J'ai recueilli 126 questionnaires et j'ai retenu 120 réponses. J'ai écarté 6 questionnaires qui me paraissaient incohérents. Et je me suis assuré en parallèle, en constituant cet échantillon non probabiliste, d'obtenir des sous-catégories d'échantillons de plus de 30 observations, qui me permettra de faire des tests statistiques sur des échantillons qui ne sont pas considérés comme statistiquement petits. En l'absence
En l'absence de statistiques concernant l'IA réceptivité des salariés français, j'ai appliqué le principe du tabula rasa qui va me permettre une certaine neutralité dans mes interprétations, qui part du principe qu'un salarié a une chance sur deux, donc 50% de chance, une probabilité de 0,5, d'être IA réceptif. Ça me permettra de proposer des résultats avec 8,38% de marge d'erreur à un niveau de confiance de 95%. J'ai représenté mes 120 observations sur une matrice que j'ai appelée Open. Donc derrière cette appellation marketing se cachent les initiales en fait de opposants, partisans, enthousiastes et non concernés. Je mesure ici leur niveau de connaissance et leur niveau d'intérêt IA. Si je prends un exemple, sur ce graphique bulle, j'ai par exemple 3 salariés qui ont un niveau d'intérêt individuel pour l'IA évalué à 10 sur 10 et un niveau de connaissance IA évalué à 9 sur 10. Ce qui va les positionner dans le cadran des partisans, c'est-à-dire des personnes dites IA réceptives. J'ai souhaité établir des courbes de tendance en utilisant le logiciel Excel, où j'ai identifié ici que ma courbe de puissance, donc j'ai raisonné pour ça sur le coefficient de détermination R carré, qui est un outil de mesure statistique qui va me permettre de vérifier la significativité de mon modèle. Et ici, je compare un modèle de type puissance à un modèle de type régression linéaire. Et j'observe que ma courbe de type puissance, elle me permet d'avoir un coefficient R carré plus élevé. Le coefficient de R carré évolue entre 0 et 1, et plus il est élevé, plus le modèle est significatif. Néanmoins, on observe que cette courbe puissance, elle est beaucoup influencée par certaines observations, en l'occurrence 3 observations, qui tendent à faire diminuer cette courbe. Et que finalement, la courbe de type linéaire, malgré ce R carré un peu moins élevé, elle aurait tendance à être plus représentative et donc est également plus facilement applicable, par exemple pour faire un programme de machine learning. Mais en raisonnant ici, en positionnant mes 4 cadrans selon la moyenne de l'échantillon et non selon la médiane, j'ai fait ce choix parce que j'ai identifié que mon échantillon il tendait vers une loi normale, donc j'ai choisi de raisonner plutôt sur la moyenne que sur la médiane. Mais est-ce que les résultats que j'ai trouvés, est-ce que les résultats que j'expose ici sont représentatifs des salariés français? Donc pour m'assurer de ça, j'ai constitué un échantillon représentatif des salariés français en utilisant mon échantillon de 120 observations que j'ai appelé base de données et en appliquant une méthode de quota qui respecte des statistiques INSEE suivant 4 catégories. Donc j'ai élaboré un échantillon qui va respecter les domaines d'activité des salariés français, la taille des entreprises, la répartition des statuts et la répartition des tranches d'âge. J'ai ainsi obtenu un échantillon de 49 observations. Et en appliquant un test de student entre mon échantillon base de données de 120 observations et mon échantillon représentatif de 49 observations, j'ai observé que je n'avais pas de différence significative entre la moyenne de ces 2 échantillons. Et ce qui me permet d'extrapoler mes résultats à l'ensemble des salariés français. Donc d'avoir un échantillon base de données qui est représentatif des salariés français. Donc cet échantillon, il est intéressant parce qu'il me permet d'avoir un petit peu un état des lieux de l'IA réceptivité des salariés français en l'absence de statistiques. Mais à partir de cet échantillon, comment répondre à ma problématique managériale, qui est axée sur la conduite du changement. Donc pour ça, j'ai effectué une seconde revue de littérature. J'ai considéré qu'à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle au sein d'une PME est jugée comme un critère de différenciation et non comme une question de survie pour l'instant. Donc le changement de type adaptatif était plus approprié à l'acquisition de l'intelligence artificielle dans ce cadre de différenciation. J'ai également proposé une conduite du changement agile qui présente le double intérêt d'être à la fois adapté au développement d'un système d'intelligence artificielle, mais également plutôt adapté au mode de fonctionnement naturel des PME, plus axé sur la réactivité, sur des métiers finalement peu différenciés, et donc sur une espèce d'agilité naturelle dont disposent les salariés de PME. J'ai également essayé d'identifier quel serait le leader qui serait capable d'accompagner ce changement, cette transformation adaptative vers l'IA. Et j'ai émis l'hypothèse d'un leader de type authentique et transformationnel. Transformationnel parce qu'il va être centré sur les objectifs stratégiques de l'entreprise en vue d'effectuer une transformation IA, la raison pour laquelle il faut la transformation IA.
mais également parce que il va avoir une espèce d'exigence qualité dans les résultats, dans le SIA, dans le système d'IA produit, qui est assez adapté au mode de fonctionnement agile, à la conduite d'un projet agile, qui va vouloir avoir un résultat personnalisé et de haute performance. Et ce leader, il va également être de type authentique par le niveau de confiance qu'il inspire, par sa transparence dans la communication, et qui sont des atouts plutôt majeurs sur ce type de leader et dans le contexte de l'IA, l'IA, domaine auquel on reproche souvent ce manque de transparence et ce manque de clarté qui a tendance à effrayer les salariés. Et enfin, je me suis intéressé à un modèle d'acceptation des technologies qui a été introduit par Venkatesh, Davis et Morris en 2003, et pour lequel Venkatesh a fait une mise à jour dédiée à l'IA en 2022. Et dans ce modèle d'acceptation, d'adoption de l'IA, il a identifié 3 axes de recherche qu'il souhaitait voir approfondis, qui sont les caractéristiques individuelles des salariés, les caractéristiques technologiques et l'impact également des caractéristiques liées à l'environnement. Dans le cadre de cette thèse, nous allons nous intéresser aux caractéristiques, à l'influence des caractéristiques individuelles des salariés sur la transformation IA. Et nous intéressant également à une problématique de conduite du changement, nous allons demander comment on va pouvoir faire passer les salariés de l'intention d'utilisation d'un système d'IA à son utilisation réelle et durable. Une piste principale de recherche s'est donc dégagée, qui sera de proposer, d'un point de vue académique, une évolution du modèle UTO qui va considérer les caractéristiques individuelles des salariés, mais qui proposera également une méthode de conduite du changement qui va favoriser l'utilisation réelle du système d'IA. Ça m'a nécessairement conduit à affiner mon cadre d'études, où j'ai choisi de m'inscrire dans le cadre d'un changement adaptatif, de m'intéresser plus spécifiquement aux PME industrielles, d'avoir un accompagnement suivant une méthode agile et donc porté par un leader authentique et transformationnel. J'ai donc effectué une seconde enquête qui va me permettre de déterminer comment le dirigeant de PME va finalement reconnaître ce leader de la transformation IA et quelles sont les caractéristiques de ce leader. Donc pour ça, j'ai fait une seconde enquête Google Form qui est toujours non probabiliste, mais qui va être réalisée sur 2 phases. C'est-à-dire que j'ai soumis cette seconde enquête uniquement aux participants de la première enquête, donc aux 120 personnes que j'ai retenues à la première enquête. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de vérifier s'il y a une corrélation entre le niveau d'IA-réceptivité d'un salarié et son niveau de leadership. Sur ces 120 personnes, j'ai eu 50 réponses. Et en observant les évaluations de ces 50 réponses, j'ai observé que j'avais 20% de leaders, ce qui me permettait de proposer donc des résultats avec 12,3% de marge d'erreur et un niveau de confiance de 95%. Mais il apparaît plutôt difficile d'extrapoler mes résultats quand on a un échantillon non probabiliste sur 2 phases. Et donc, j'ai souhaité pouvoir appuyer et étayer mes résultats en formulant une enquête qualitative. Et cette enquête qualitative, elle consistait à la mise en situation des leaders de la transformation IA, qui est positionné en tant que dirigeant d'une PME et qui souhaitait une transformation adaptative vers l'IA. Et il y avait une somme de questions ouvertes correspondant à différents cas de figure et certaines difficultés liées à la résistance ou à la manière dont ils vont conduire le changement. Et en but de pouvoir approfondir les résultats de ma seconde enquête quantitative. Et j'ai adressé cette enquête aux leaders de mon échantillon leadership de 50 personnes. Et cet échantillon, il m'a permis de retenir 9 leaders. Alors les 9 leaders, ils ont été choisis parce que mon évaluation du leadership, les notes allaient de 1 à 14. Et donc les meilleures notes, 9 personnes ont obtenu les notes de 11 et 12 sur 14. Donc je trouvais pertinent d'interroger les personnes qui avaient le niveau de leadership le plus élevé. J'ai recueilli cette réponse et je vais à présent vous exposer mes hypothèses. Alors j'ai tout d'abord émis des hypothèses permettant d'évaluer les critères d'influence de l'IA-réceptivité des salariés. Donc j'ai émis des hypothèses avec d'une part l'impact des connaissances IA et de l'intérêt IA qui composent mon IA-réceptivité en fonction des caractéristiques individuelles des salariés. À savoir si le salarié, je considérais son ancienneté, son âge, s'il était issu de filières techniques, son statut
le nombre d'employés dans l'entreprise dans laquelle il travaille, son secteur d'activité. Et donc, pour répondre à mes hypothèses, je suis reparti de mon échantillon base de données de 120 observations et j'ai appliqué un test paramétrique, dont le test de Student en l'occurrence. J'ai également souhaité vérifier s'il existait une corrélation entre les connaissances IA et la peur de l'IA, d'une part, et entre l'intérêt IA et les connaissances IA, d'autre part. Donc pour ça, j'ai utilisé un logiciel statistique qui s'appelle Gretel et qui m'a permis, en l'occurrence ici, de faire de la régression linéaire pour vérifier ces hypothèses. Et enfin, j'ai souhaité réaliser l'équation décisionnelle de l'IA réceptivité des salariés français en fonction des caractéristiques individuelles des salariés. Donc pour cela, j'ai également utilisé Gretel, mais j'ai utilisé aussi une méthode qui s'appelle le backward elimination, qui est une méthode une technique de machine learning qui est utilisée pour pouvoir affiner et simplifier la représentation, le modèle représenté en éliminant de manière itérative les variables qui sont les moins significatives et qui influencent le moins la variable cible, en l'occurrence l'IA réceptivité. J'ai mis également des hypothèses concernant le leadership des salariés. Donc, j'ai souhaité déterminer quelles étaient les variables d'influence du niveau de leadership d'un salarié en fonction des caractéristiques individuelles de ce salarié, en reprenant les mêmes caractéristiques individuelles que pour l'IA réceptivité. Donc, pour ça, je me suis appuyé sur mon échantillon leadership de 50 observations. Je me suis appuyé sur les analyses statistiques qui ont été faites par le logiciel Gretel et j'ai combiné les résultats aux résultats de mon enquête qualitative menée auprès des 7 leaders pour pouvoir venir appuyer mes résultats. J'ai également souhaité réaliser une équation décisionnelle du niveau de leadership d'un salarié en fonction des caractéristiques individuelles du salarié. J'ai utilisé à nouveau Gretel et la méthode du backward elimination. Et enfin, j'ai souhaité vérifier s'il existait une corrélation entre le niveau de leadership d'un salarié et son niveau d'IA réceptivité. Et pour cela, j'ai tout d'abord vérifié que j'avais une homogénéité de la distribution des connaissances IA et de l'intérêt IA entre mon échantillon base de données et mon échantillon leadership, de manière pour extrapoler derrière mon modèle. Une fois ceci vérifié, j'ai appliqué un test non paramétrique, donc le test de Van Whitney en l'occurrence, où j'ai comparé le niveau de leadership des 20 partisans, donc des 20 personnes dites IA réceptives, avec le niveau de leadership des 30 salariés qui ne sont pas IA réceptifs au sein de l'échantillon leadership. Les résultats que j'ai obtenus. Donc tout d'abord, ma première étude portant sur l'IA réceptivité m'a permis de vérifier certaines idées reçues. Notamment que l'apport de connaissances IA, il va avoir tendance à diminuer la peur de l'IA et à augmenter l'intérêt individuel pour le salarié. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en apportant des connaissances IA aux salariés, on va avoir tendance à le rendre plus IA réceptif. Autre idée reçue vérifiée, les salariés donc, d'ETI et grandes entreprises, ils ont tendance à avoir un niveau de connaissance IA plus élevé que les salariés de PME, ce qui justifie l'intérêt de mon sujet quelque part. Et enfin, j'ai pu vérifier que les salariés au statut État mais ouvriers, ils ont tendance à être plus effrayés par l'IA que les salariés cadres et dirigeants. J'ai pu infirmer une idée reçue qui est que le niveau de connaissance IA, il est indépendant de l'âge du salarié. On aurait pu imaginer, par exemple, que les millénials qui sont nés avec la technologie auraient eu tendance à avoir des connaissances IA plus élevées que les générations précédentes. Mais ça n'a pas été le cas. Et j'ai pu observer qu'il n'y avait pas de différence significative entre l'IA réceptivité des salariés de PME industrielles françaises et celle des salariés de PME en général. Et ça, c'est intéressant parce que ça va me permettre d'extrapoler mon modèle UTO dont j'essaie de proposer une évolution. J'ai réalisé l'équation décisionnelle de l'IA réceptivité d'un salarié. Ici, je trouve des résultats générés par Gretel avec un coefficient de détermination de 14,5%. Et ce qu'on observe ici, c'est que ce sont le statut et le nombre de salariés qui influencent le plus, qui sont les variables qui influencent le plus le niveau d'IA réceptivité d'un salarié. Donc, j'ai obtenu cette équation décisionnelle avec ma méthode du backward elimination et je me suis demandé si, en réalisant un programme de machine learning, je pourrais obtenir de meilleurs résultats qu'avec cette technique du backward elimination. Et donc, pour ça, j'ai créé un programme de machine learning qui utilise la régression Ridge
Et là, si je prends un exemple, j'ai utilisé un profil direction, un salarié de profil direction diplômé de Bac+4 et plus, qui travaille dans une entreprise de 50 à 149 salariés, qui est issu de filière technique, qui a entre 50 et 60 ans et plus de 31 ans d'expérience dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Eh bien, mon programme de machine learning m'annonce, me prédit que le niveau d'IA réceptivité de ce salarié est de 75%. Ce qui me positionne dans les partisans, puisque j'ai défini en fait de manière empirique, par mes analyses, j'ai défini que le seuil d'IA réceptivité d'un salarié était de 60%. Mon programme de machine learning m'a après calcul, m'a retourné que le coefficient de détermination était de 18,1%, donc légèrement supérieur à celui de mon équation décisionnelle, là où mon programme de machine learning utilise 6 critères plutôt que 2. Donc c'est sensiblement supérieur. Et il m'a permis de confirmer, par l'utilisation de la fonction SHAP qui est disponible sur la librairie Python, pour me donner un peu plus de transparence sur mes résultats, il m'a permis de confirmer que pour le programme de machine learning également, le statut et le nombre de salariés sont les principaux critères d'influence du niveau d'IA réceptivité d'un salarié. Ça confirme quelque part la cohérence de mon équation décisionnelle. Néanmoins, j'ai voulu tester un petit peu en réel ce programme de machine learning et cette équation décisionnelle. Donc, j'ai testé ces deux outils sur un échantillon de 36 salariés de PME industrielles. Et j'ai demandé à mes deux outils de me prédire qui étaient les partisans, donc qui étaient les personnes IA réceptives, parmi cet échantillon de 36 salariés. Eh bien, mon équation décisionnelle a eu des prédictions correctes dans 77,14% des cas. Et mon programme de machine learning a eu 88,5% de prédictions correctes. Un outil plutôt intéressant pour les dirigeants de PME et les consultants. Mais concernant le leader de la transformation, qu'en est-il du leader de la transformation IA? Alors sur cette seconde étude, j'ai vérifié une idée reçue qui est que le niveau de leadership d'un salarié, il est indépendant de son niveau de connaissance IA. On peut se poser cette question-là en disant, est-ce que le leader du projet de transformation IA doit être un expert ou non de l'IA? A priori, non. J'ai affirmé une idée reçue, qui est que le niveau de leadership d'un salarié, eh bien, il est indépendant de son statut et de son ancienneté dans l'entreprise, ce que j'ai pu observer également dans mon enquête qualitative. Et j'ai identifié un nouvel axe de réflexion, qui est que le niveau de leadership des salariés IA réceptifs, eh bien, il a tendance à être supérieur au niveau de leadership des salariés qui ne sont pas IA réceptifs. Et ça, c'est intéressant parce que ça va simplifier pour le dirigeant de PME le choix et l'identification de ce leader de la transformation IA. Et enfin, donc, j'ai proposé une équation décisionnelle du leader de la transformation IA. Donc, on observe ici que les variables d'influence du leadership sont tout d'abord l'intérêt collectif qui va être matérialisé par les objectifs stratégiques de l'entreprise, puis l'intérêt individuel du salarié, donc ce qu'il y gagne et ce qu'il perd avec l'arrivée de l'IA à titre personnel, et dans une moindre mesure, avec une pondération beaucoup plus faible, l'âge du salarié. En combinant mes deux enquêtes et mes deux études, j'ai pu proposer une évolution de mon modèle UTO. Donc ainsi, j'ai introduit la notion d'IA réceptivité des salariés en pondérant les différentes caractéristiques individuelles des salariés. J'ai également proposé une ébauche basée sur ma revue de littérature, me permettant d'introduire d'autres facteurs d'influence, d'autres prérequis de la transformation IA pour une PME, qui seraient donc les objectifs de la transformation, ce qui est plus présent chez une PME que dans une grande entreprise, et également l'importance de l'historique de données en tant que prérequis en vue d'effectuer une transformation IA. Et concernant la partie leadership, la méthode agile utilisée, elle va être basée sur l'expérimentation. Et comme je l'ai exposé tout à l'heure, en expérimentant, le salarié va augmenter ses connaissances IA, il va diminuer sa peur de l'IA, il va donc s'engager davantage et il va devenir IA réceptif. Donc, plus il va expérimenter, plus il va devenir IA réceptif, ce qui va aider à conduire l'ensemble des salariés vers cette transformation IA. Mon leader de la transformation IA, qui est authentique et transformationnel, lui, il aura ce rôle de facilitateur, qui va plutôt intervenir
sur les caractéristiques d'entrée comment dire, concernant la prise en compte des remarques des utilisateurs et de manière à avoir une adaptation mutuelle entre le système d'IA et le salarié. Les apports et limites de ma recherche. Donc, du point de vue de la recherche, tout d'abord, j'ai pu proposer deux outils de prédiction de l'IA réceptivité d'un salarié, donc mon équation décisionnelle d'une part et mon programme de machine learning d'autre part. Donc, mon programme de machine learning, il pourra être étayé soit par l'apport de nouvelles observations, soit en utilisant une autre méthode de machine learning comme par exemple le clustering. J'ai également pu proposer un outil d'aide à la décision concernant le choix du leader de la transformation IA. On pourra imaginer intégrer l'impact, pour aller plus loin, de l'expérience totale du salarié qui n'a pas été prise en compte ici, c'est-à-dire l'expérience totale qui va influencer son niveau de leadership, qu'elle soit acquise au niveau professionnel ou au niveau extra-professionnel. Et enfin, j'ai pu proposer un modèle d'évolution, une évolution du modèle UTO, qui est destiné aux PME françaises, dans le cadre d'une transformation adaptative vers l'IA. Ce qui veut dire que ce modèle, quelque part, il s'applique à une transformation adaptative et non à un changement de crise. Et du point de vue personnel, cette thèse de DBA, elle m'a permis de développer une expertise dans un domaine qui est en pleine expansion, comme notamment l'IA, de développer une pensée critique et d'améliorer ma capacité à résoudre un problème complexe. Pour conclure, je vais commencer par les remerciements. Je vais tout d'abord remercier les membres du jury, le docteur Macadré et le docteur Doloff, qui est le président du jury. Mon directeur de thèse, Stanislas Deram, qui m'a suivi tout au long de cette thèse de DBA. Mais également donc, le docteur Lomi Camon et Olivier Dubourg-Blanc pour m'avoir permis de soutenir cette thèse dans les locaux de l'ICAM aujourd'hui. L'ensemble de mes collaborateurs qui est venu me supporter dans cette dernière ligne droite et donc certains étudiants qui ont suivi aussi la fin de l'avancée de ma thèse. Et enfin, donc ma compagne que je remercie pour sa relecture attentive de mon manuscrit de thèse. Ça a pris beaucoup de temps. Et pour m'avoir soutenu tout au long de cette thèse. Les perspectives de recherche associées, donc moi j'ai travaillé à titre personnel sur les caractéristiques individuelles des salariés, donc Venkatesh avait identifié deux autres axes, qui sont d'une part les caractéristiques liées à l'environnement technologique, les caractéristiques liées à la technologie, et liées aux caractéristiques environnementales. Donc, on pourra considérer ici les caractéristiques actuelles, mais ce modèle évolutif, il pourra aussi permettre de considérer les caractéristiques à venir, à savoir l'arrivée de l'apparition possible donc, de l'IA forte et le risque de souffrance esthétique au travail. J'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je suis à disposition pour vos questions.